Cheikh Amar, parmi les blessés dans un accident de la circulation, le véhicule de l'homme d'affaires a fait des tonneaux à 1 km de la gare de péage de Diourbel. Le patron de TSE et les autres victimes ont été évacués dans les structures sanitaires. Décès de l'ancien ministre de la Culture, Mamkoura Batiam, a tiré sa révérence cet après-midi après une courte maladie. L'ancienne membre du gouvernement d'Habib Thiam est partie à l'âge de 70 ans. Report officiel des élections locales du 1er décembre prochain. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la nouvelle à Diourbel. Il a ajouté que les échanges entre les acteurs concernés vont se poursuivre pour obtenir un consensus sur la date et les autres questions électorales. Les sympathisants du gouvernement virtuel du PDS se signalent à Thiès. Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Hadji Amadou Sall et leurs camarades frondeurs considérés comme des responsables qui ont trahi le président Abdoulaye Wade. Motion de soutien pour le pape du Sopi et son fils Karim Meïssa Wade. Jeux africains de Rabat. Le Sénégal n'a pas atteint son objectif de 40 médailles. La délégation est rentrée avec seulement 22 médailles, soit 14 en moins comparé à 2015. La page des sports, ce sera avec Seydou Nourouba. Le tour du web, Oumar Mbow. Nous serons en classe avec Koumba Sandiane Faye. Bonne santé, Nafisa Toussila. L'invité du soir, Alioune Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement. Entretien avec Makumba Bey sur la rationalisation des dépenses publiques. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, à la présentation, à la technique, Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cheikh Amar, victime d'un accident de la route ce lundi après-midi. Nous sommes en ligne avec notre reporter, correspondant permanent à Diourbel, Babacar Diouf. Bonsoir. Bonsoir, Amar. Qu'en est-il sur cet accident ? Ce sont 4 personnes qui ont eu des blessures un peu légères sur la route de Touba, donc Cheikh Amar. Alors, l'accident s'est produit à hauteur du village de Touré-Mbond sur l'autoroute Ila Touba, à 1 km de la gare de péage de Diourbel. L'accident, c'est à bord d'une Range Rover qui conduisait Cheikh Amar de Touba vers Dakar. C'est le cardan qui est sorti de sa cavité, nous a-t-on appris, pour permettre au véhicule de faire des tonneaux, ce qui a occasionné 4 blessures légères qui sont aujourd'hui évacuées à l'hôpital Maktaboul Fawzeyni de Touba. Cheikh Amar serait en route vers Dakar pour son évacuation, mais plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, Amar. Il y a eu que des blessés. Toutes les personnes sont vivantes, mais avec des blessures légères qui sont notées. Les premiers soins sont donnés à l'hôpital de Touba, actuellement à Amar. Merci beaucoup, Babacar Diouf, en direct dans cette édition qui nous racontait les circonstances de cet accident qui a impliqué le véhicule de Cheikh Amar, le patron de TSE et homme d'affaires qui s'en est sorti avec des blessures en compagnie de d'autres passagers qui étaient dans le véhicule en question. Mamkoura Batiam est décédé ce lundi dans une clinique de Dakar suite à une courte maladie. L'ancien ministre de la Culture a siégé au gouvernement du Premier ministre Habib Thiam entre le 2 juin 1993 et le 15 mars 1994. Elle a été aussi ancien ambassadeur du Sénégal en Allemagne et en Suède. Mamkoura Batiam était âgée de 70 ans. Son inhumation est prévue demain. La levée du corps donc est prévue demain mardi à 10h à l'hôpital principal. Inhumation le même jour à Kaolack. Elle était donc membre du gouvernement du président Abdou Diouf, paix à son âme. 20 accidents recensés entre janvier et aujourd'hui sur la VDN, 12 morts et plusieurs blessés dénombrés. Pour faire face à ce problème de sécurité routière, des passerelles ont été construites sur la voie de dégagement nord 2 entre satisfaction et attente. Notre reporter y a fait un tour. Salif Sow. Un bidon de 10 litres vide à la main droite, Mustapha en short va à la très fréquentée plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Le jeune homme traverse à pied la VDN prolongée à hauteur du Dodane, récemment réalisée.
Le bonheur des piétons fait le malheur des automobilistes. Selon ces derniers, les ralentisseurs sont mal faits. On a du mal à traverser ça. Donc c'est vraiment des difficultés. Moi, je l'ai pris dessus et vous voyez, ma voiture est dans un sale état. Il y a un panneau, mais ça fait même pas, c'est pas réglementaire. Les ralentisseurs, un mal nécessaire sur cette voie express, insiste le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy. Il y a eu plusieurs victimes, plus de 20 accidents, dont 12 mortels sur l'axe Parcelles-Malika. Et les 4, je les ai identifiés dans ma commune. La Géroute a pensé qu'il fallait mettre des ralentisseurs. C'est pratiquement 1 kilomètre un ralentisseur. Sur 3 km environ, cette partie de la VDN n'est dotée que de 2 passerelles, encore en chantier. Et toutes les deux sont dans la commune de Cambérène, commune de Parcelles. Il n'y a pas de passerelle. Et ça, ce n'est pas normal. Mais ils nous ont dit que c'est prévu pour le moyen terme. Mais nous pensons que ça doit être accéléré. Aux piétons de les emprunter, les passerelles, une fois praticables, sensibilisent déjà les autorités locales. Salif Sow, Parcelles Assainies, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Les assurances du directeur des constructions de palais de justice et autres édifices du ministère de la Justice, la prison de Sébikotane qui va être réceptionnée dans 2 mois, va remplir les standards internationaux. Amadou Abdoulaye Diop a effectué une visite sur le site ce lundi. Abdou Diouf Diagne. Sa capacité d'accueil est de 400 détenus. Cette prison située à Sébikotane répondra aux normes internationales selon Amadou Abdoulaye Diop, directeur des constructions de palais de justice et autres édifices du ministère de la Justice. L'État du Sénégal est en train de faire des efforts pour désengorger carrément toutes les prisons du Sénégal. C'est pourquoi je dis que ces prisons-là respectent les standards nationaux en matière de conception d'infrastructures destinées aux personnes détenues. Il y a même des chambres qui sont destinées à des personnes à mobilité réduite. Cette maison d'arrêt et de correction va recevoir ses premiers détenus dans 2 mois, poursuit Amadou Abdoulaye Diop. Nous avons visité les rez-de-chaussée, nous sommes montés à l'étage, nous avons vu des chambres qui ont été peintes, nous avons vu des chambres qui ont été carrelées, nous avons vu des chambres ou des cellules, comme on dit dans le jardin pénitentiaire, qui comportent des portes. Eh bien, nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes fondés à dire que dans 2 mois, ce site-là accueillera ses premiers hôtes. D'autres édifices de ce genre vont être construits dans d'autres villes du pays. Pour certaines localités, le travail est vraiment en avance. Quand je dis travail, maintenant, entendons-nous bien. Je n'ai pas dit le travail sur le terrain, dans la conception, dans les études. Très prochainement, nous allons engager des travaux. Cependant, tout n'est pas encore prêt. Il reste les installations sanitaires et le bloc administratif. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est ce bloc administratif qui, de l'avis des techniciens, peut aller très vite. Ce qui reste à construire, ce sont les fosses septiques qui vont accueillir les eaux usées. Le directeur des constructions de palais de justice et autres édifices du ministère de la Justice visitait la maison d'arrêt et de correction de Sébikotane quelques jours seulement après la mort de 2 détenus à la prison de Rebeuss. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, nous quittons Rufisque pour Sédhiou. Plus de 1000 bêtes volées déjà durant cette année. Des centaines de millions de francs CFA en valeur financière qui ont été perdus. De nombreuses pertes en vie humaine qui ont donc impliqué une rencontre qui a eu lieu à Sédhiou. La correspondance de Max Cli de Confani. Les chiffres sont alarmants, plus de 1000 bêtes volées cette année et le mode opératoire très dangereux, d'où l'urgence de trouver une solution face à ce fléau. Moussa Bokoum, président du conseil départemental de Goudomp. 1000 et poussières de bétail qui ont été emportées à travers, n'est-ce pas, la frontière. Quand vous estimez ça en termes d'argent, c'est quelque chose comme 300 millions et poussières partis. Donc tout cela sous le dos des populations du département de Goudomp. Mais au-delà du vol, mais c'est des individus qu'on tue aussi. Donc c'est pourquoi vraiment cette question mérite une solution. Solution qui passe en premier par une volonté manifeste d'un dialogue entre les 2 pays, relate le maire de Djibanar et président des maires du département de Goudomp, Ibo Diallo Sadio. C'est pourquoi aujourd'hui nous estimons qu'il y a de quoi mettre en place un cadre de concertation, un plan d'action extrêmement cohérent qui peut prendre en charge toutes ces préoccupations des populations. Une expertise que compte apporter l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, dans le cadre de la préservation des relations entre les 2 pays. Ansou Sané, DG de l'ANRAC. En termes de contribution, c'est de mettre à la disposition des acteurs engagés dans le combat contre ce fléau notre expertise en matière de dialogue transfrontalier, mais surtout en matière de mécanismes non violents de règlement des conflits. Je pense que c'est autant de domaines dans lesquels l'ANRAC dispose d'une expertise avérée et nous pensons qu'aujourd'hui, pour contribuer à consolider la paix dans le département de Goudomp, pour contribuer à préserver les relations pacifiques de bon voisinage qui lient le Sénégal et la Guinée-Bissau, il est important de régler cette
problématique. Ainsi, tous les acteurs restent convaincus que la recherche de solutions rapides et efficaces demeure la seule alternative face à ce problème considéré comme dramatique dans ce département de Goudomp. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. L'insalubrité avance à grands pas au marché aux cases de Touba. Les eaux pluviales ont fini de gagner presque toutes les artères du marché. Taximens, clients et commerçants ne cachent pas leur inquiétude. Ils tiennent les autorités municipales pour responsables de cette situation. Le reportage de Marema Diop. Marché Ocas de Touba, nous sommes dans la rue qui mène au taxi à destination de Darou Khoudoss. Un périmètre plein de déchets mélangés aux eaux de pluie. Des poubelles qui débordent. Chauffeurs, clients comme commerçants trempent dans la boue. Gourogueil, chauffeur. Ce qui se passe dans ce garage est indescriptible. Partout, à Touba, c'est à peu près la même situation. Les clients, parfois, éprouvent d'énormes difficultés pour monter à bord des véhicules. Des travailleurs qui usent parfois de leurs propres moyens pour sortir de l'insalubrité. Ce n'est pas normal. Le peu de réalisation qui se trouve ici, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Nous payons pourtant 4 500 à 5 000 francs de taxes tous les mois à la mairie, mais elle ne fait rien pour nous. Aux alentours des boutiques, le commerce est au ralenti à cause des odeurs nauséabondes. Lamine est un vendeur, il se dit inquiet pour son état de santé. C'est vraiment dur de vivre dans une telle insalubrité. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais que faire? Nous n'avons pas de solution. Son patron va plus loin, il pointe du doigt la mairie qui, selon lui, traque ses patentes mais ne dispose d'aucun projet pour rendre les lieux plus salubres. Aucun véhicule de ramassage d'ordures. Pourtant, nous nous acquittons de la patente. Les mauvaises odeurs sont partout présentes. Est-ce que nous avons un maire? On dirait que la ville de Touba ne dispose pas de maire. Le problème est général dans ce marché. Les occupants demandent plus de considération. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, 30 milliards de francs CFA pour se débarrasser des eaux usées aux parcelles assainies. Le maire de cette commune est formel. Il faut des moyens conséquents pour rendre le cadre de vie acceptable. Nous écoutons Moussassi avec Salissou. Il faut 30-40 milliards pour les parcelles assainies pour aujourd'hui changer le réseau d'assainissement. Parce que le réseau date des années 90. En ce moment, il n'y avait que des maisons à 2 pièces. Pas de terrasse, il n'y avait pas de R+1, R+2, R+3, ni 4, niveau 4. Aujourd'hui, on voit que les parcelles, c'est presque 300 000 habitants. Donc l'horizon 2030, on sera près de 500 000. Donc il nous faudra vraiment anticiper sur les événements, sur l'assainissement. Vous avez vu, tous les regards sont en train de dégueuler. Partout, c'est des eaux usées. Partout, partout. Donc c'est inadmissible. Nous avons la mer en face. Nous avons des problèmes même pour évacuer l'eau vers la mer. Mais entre la pluie et ces 4 heures-là, les gens, il y a des maisons qui souffrent parce que leur évacuation, ils ont des problèmes d'évacuation des eaux usées dans leur maison. Et ils vivent un calvaire et un problème de santé aussi publique parce que les salons sont remplis, les chambres sont remplies, il faudra désinfecter, tout ça, c'est des moyens. Donc il nous faudra travailler avec l'ONAS. Donc nous avons anticipé la réflexion, on a participé à une réunion, à 2 réunions, et nous pensons que d'ici la fin de l'hivernage, l'État va accélérer cela et qu'il y aura un programme spécial pour l'assainissement dans la capitale et particulièrement aux parcelles. Il est 22h passées de 15 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Niakourap. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. C'est officiel, les élections locales ne vont plus se tenir le 1er décembre prochain. Le ministre de l'Intérieur en a fait l'annonce. Pour Aly Ngouille Ndiaye, les discussions entre les acteurs politiques et la société civile vont se poursuivre pour trouver une autre date. Il s'exprimait lors d'une cérémonie en l'honneur de son camarade de promotion à Diourbel. Le voici au micro de nos confrères de Radio Sénégal. Ça, vous pouvez être rassuré, les élections ne pourront plus être tenues le 1er décembre 2019. Pour l'essentiel, les partis politiques sont d'accord pour le report. Là aussi, c'est des discussions qui sont actuellement en cours. Donc, des idées sont avancées. Est-ce qu'il faut élire le maire au suffrage universel direct? Pour le moment, en tout cas, les pensées semblent converger vers ça. Mais bon, les discussions continuent. On n'a pas encore arrêté quelque chose de définitif. Mais je pense qu'on ira, dans tous les cas, on aura un compromis.
Les frondeurs du PDS ont trahi le parti. C'est le sentiment de la fédération départementale de Thiès. Les militants et responsables de cette structure disent soutenir le président Abdoulaye Wade, secrétaire national, et son fils Karim Wade. Ils ont fait face à la presse pour dire oui au réaménagement du parti. Rencontre tenue à la permanence Boubacar Sall de Thiès. Cher Anta Diop. Suite au réaménagement opéré au niveau du secrétariat national du PDS, la fédération des 3 communes de Thiès renouvelle sa confiance au secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, et s'engage à tout mettre en œuvre pour réussir tous les défis politiques. Maïssé Dieng, responsable politique du PDS à Thiès. Nous, militantes et militants du Parti démocratique sénégalais de Thiès et département, reconnaissons le secrétariat national tel qu'il est proposé par le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, et nous lui manifestons notre soutien et notre solidarité militante. Quant à notre frère Karim Meïssa Wade, nous lui assurons un compagnonnage et un soutien sans faille. Selon ces libéraux, le Thiès, Maître Wade n'a fait qu'injecter du sang neuf au parti et ils ont aussi tiré à boulet rouge sur les frondeurs. Je suis surpris d'entendre certains ex-responsables dire que le secrétaire général national devait saisir le comité directeur avant toute décision. Dommage, au moment de leurs nombreuses nominations antérieures, quel est l'instant qui a été saisi ou consulté par le secrétaire général national? Cela n'a jamais existé. La réaction de certains responsables pose problème. Ils démissionnent du poste qui leur a été confié par le secrétaire général national, déclarent demeurer dans le PDS et créent un mouvement dénommé Alliance Sokali Sopi. Ils savent très bien que les textes du PDS n'acceptent pas la création de mouvement en son sein. Et de là, soupçon de la main du pouvoir dans le parti et ce sera peine perdue. La machine est enclenchée à Thiès. La fédération départementale du PDS compte descendre sur le terrain pour mieux informer et sensibiliser la base. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 102.5, c'est la fréquence de RFM à Thiès. Nous parlons politique toujours avec la plateforme nouvelle qui donc vient de voir le jour, la plateforme Taxawu Macky ak Askan Wi wax ak Askan Wi, une plateforme qui a été créée par le directeur de l'ANAMO et d'autres camarades de parti. C'est l'objectif est donc de soutenir le président Macky Sall et son régime. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Voici le compte-rendu d'Abdoulaye Diop. Selon le coordinateur de la plateforme Taxawu Macky wax ak Askan Bi, le comportement de certains de leurs camarades est loin d'être celui d'un militant de première heure. Maodo Malick Mbaye dit partir d'un constat. Certains responsables, parmi lesquels ceux qui sont aux postes institutionnels les plus stratégiques, ont fait le choix de se mettre en marge du débat dans un contexte où une certaine opposition fait feu de tout bois contre le président Sall. La plateforme déplore ce qu'elle appelle une envie successorale prématurée de Macky Sall au sein du parti et qui, selon elle, nuit à l'action du gouvernement. Osons le dire, le vent successoral qui souffle de manière prématurée sur ce régime qui est le nôtre est en train de plomber l'action gouvernementale. Et un mécontentement des populations, si minime soit-il, s'adresse directement au chef de l'État et le vise. Ainsi, Taxawu Macky wax ak Askan Wi se veut une plateforme de proposition et d'anticipation pour mieux soutenir le chef de l'État. Taxawu Macky wax ak Askan Wi n'est ni un mouvement de soutien dans la majorité présidentielle, encore moins un courant de pensée dans la mouvance. Taxawu Macky wax ak Askan Wi est juste une plateforme politique inclusive, ouverte à tous et à toutes, avec comme credo défendre le président et le régime. La plateforme appelle à un rassemblement pour défendre le régime contre toute campagne de dénigrement et annonce prochainement une tournée nationale. Abdoulaye Diop, 22h19. Bonsoir, Seydou Nourouba. Bonsoir, Maud Mardion. RFM Sport. Basketball masculin, une équipe du Sénégal au grand complet se prépare face à l'Australie. Oui, mais il faut noter que seul Matar Diouf a manqué à la séance de ce lundi, mais va retrouver le reste du groupe. Sur l'infirmerie, le médecin des Lions fait le point au micro de Soletiam. Joseph Diouf, il s'appelle. Maktar, nous avons juste décidé de le mettre au repos parce qu'il avait un inconfort digestif depuis ce matin. On n'a pas voulu trop forcer avec lui. Dès demain, il reprendra le chemin de l'entraînement. On espère le voir jouer contre l'Australie. Concernant la phase de préparation, elle a été juste. Les joueurs ont eu 1 mois de préparation. Ils étaient en fin de saison. Donc il fallait retravailler le physique, l'endurance tout en évitant les blessures. Le préparateur physique nous a
faciliter la tâche dans ce sens. Nous avons eu quelques blessures, notamment Mohamed Faye qui avait un genou douloureux et qui l'a empêché de jouer quelques matchs. En dehors de ça, il s'agissait de pathologies médicales et de blessures légères qui ont nécessité un court séjour à l'infirmerie et qui n'ont pas empêché à ces joueurs-là d'être compétitifs. Bon, concernant le décalage horaire, que ce soit pour les joueurs, que nous qui ne sommes pas sportifs, c'est assez délicat. Donc il faut un certain temps d'adaptation et l'idée qu'on avait émise dans le groupe, c'était de se mettre dans les conditions du voyage, de s'adapter, d'organiser les horaires, les repas, la nuitée à l'heure de la Chine pour se préparer en conséquence. Ça n'a pas été facile. Certains joueurs ont retrouvé leur sommeil normal au bout de 4 jours à ce tournoi en Chine. Ça a permis aux joueurs de s'adapter progressivement et de ne pas rentrer brutalement dans la phase de compétition. Jeux africains de Rabat, le Sénégal n'a pas atteint son objectif. Oui, il était de 40 médailles, mais au finish, la délégation sénégalaise est rentrée avec 22 médailles, dont une en or et 5 en argent. C'est 14 médailles en moins comparé en 2015, quand le Sénégal avait terminé 5e. Le directeur de la haute compétition tente d'expliquer cette contre-performance. Souleymane Boundaoud, que nous écoutons. Seule une évaluation objective avec tous les acteurs peut donner les raisons de la contre-performance. Cependant, une lecture superficielle des résultats peut nous permettre d'évoquer certaines raisons. D'abord, il y a le net recul de la lutte, qui par le passé nous valait beaucoup de motifs de satisfaction. Aujourd'hui, elle a récolté une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est vraiment une contre-performance. Il y a aussi le karaté et taekwondo qui nous valait d'habitude des médailles d'or. Cette fois-ci, on n'a eu que des bronzes avec ces deux disciplines. À Brazzaville, la pétanque nous avait donné 2 médailles d'or. Pour cette fois-ci, elle ne fait pas partie des disciplines choisies par les organisateurs. Le football nous avait valu une médaille d'or à Brazzaville. Aujourd'hui, il a une médaille de bronze. Donc voilà de manière superficielle une lecture de la contre-performance. Cependant, il faut d'abord regrouper tous les acteurs, évaluer et voir les raisons de la contre-performance et essayer d'apporter des solutions. Et puis Omar, à ces Jeux africains, le Sénégal a été représenté par 125 athlètes évoluant dans 15 disciplines. Notre pays est classé 22e. Le trio tête est occupé comme en 2015 par l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Saïd Nouroupa, la victoire nous parlons des phases nationales 2019 des Navétanes, la victoire lors des 8e de finale de Niafor de Sédhiou se transforme en défaite. Oui, après un recours introduit par Dekondo portant sur un joueur de Niafor, une fraude a été décelée sur sa carte nationale numérisée. Les dirigeants de l'équipe sédioise crient au vol et parlent de magouille et de favoritisme au sein de l'ONCAV. Djibiba, président de l'ASC Niafor de Sédhiou, avec Abraham Polpouille. On conteste bien sûr avec la dernière énergie, mais on a les mains liées. Pourquoi on a les mains liées? Parce que c'est l'organe habilité à gérer le football amateur. Puisque nous évoluons dans cet organe-là, on ne veut pas faire de bruit là-dessus par rapport à peut-être faire des casses ou bien non. L'ASC Niafor dépasse ces clivages-là, dépasse ces comportements. Nous sommes une ASC très sportive parce que c'est une ASC qui est résolument tournée vers le développement. C'est ça qu'on prône. Il y a des magouilles autour de ce dossier. S'ils veulent, nous avons des témoins oculaires qui disposent de preuves incriminant cette équipe de Dekondo qui est coutumière des faits. Dekondo de Louga est très bien entourée. C'est pas à cacher. L'équipe de Dekondo est habituée des faits. À plusieurs reprises, ils avaient bénéficié de ce genre de coups de pouce des dirigeants du football, soit au niveau local et même au niveau de l'ONCAV. Ceci n'honore pas en réalité la corporation. Ce genre de cas n'honore pas le football amateur. On dit ça communément navetan, mais navetan doit être assaini. En réalité, les équipes doivent être suivies de long en large, surtout pour devoir participer à des activités telles que les phases nationales. Et les quarts de finale des phases nationales se jouent demain mardi au programme à 16h30. Mbolemi de Tambacounda contre Degot de Kébémer et à 18h30 Dekondo de Louga et Arsène Thiès. 20h30 Yamotogne de Ziguinchor, Diamono de Louga, 22h30
d'Issod-Louga, UAR de Kaolack. Et puis nous changeons de discipline pour parler de handball. Cette fois-ci, l'équipe nationale junior a quitté Dakar pour Niamey au Niger après une dizaine de jours de stage à Thiès. Lamine Daou, l'entraîneur national, tire le bilan de la préparation et les ambitions de son équipe à la CAN Junior qui démarre le 5 septembre prochain. Lamine Daou avec Youssou Bodian. Le stage s'est très bien passé. Depuis 10 à 12 jours, on a été ensemble à Thiès. On a pu vraiment profiter de ces jours-là pour préparer sereinement la CAN Junior qui aura lieu à Niamey. On sait ce qui nous attend là-bas. On sait qu'on va rencontrer des équipes très fortes. L'Angola a gagné 9 fois le tournoi. Il y a la RDC, il y a la Cameroun, des équipes qu'on ne présente plus. Mais quand même, nous osons espérer qu'avec le travail accompli ici, avec l'aide de tout le monde, et surtout du sélectionneur prêtre qui a été à nos côtés pour nous épauler durant tout le stage, on ose vraiment espérer aller en demi-finale. Et maintenant, une fois en demi, essayer de tout faire pour faire partie des 3 premières. Parce que nous n'oublions pas que ce sont les 3 premières équipes qui seront qualifiées à la Coupe du Monde de la catégorie. Je taquinais tout à l'heure Makomba B en lui disant que j'aimerais bien te voir jouer au handball, mais toi, j'aimerais bien voir te jouer au basket. Au basketball. Ah oui, je joue déjà au basket. Hein? Sérieux? Oui. Et c'est la page internationale. Page des sports. Merci Seydou Nourouba. Nous avons parlé de basketball, d'athlétisme, d'arts martiaux, de football et de handball. Vous avez été complet. C'est cela. Merci Oumar Mbow. Bienvenue. Téléthon pour libérer Taïb Socé. Le collectif a des difficultés pour collecter 30 millions. C'est le titre écrit en rouge qui barre la une de IGFM.sn. Dans une vidéo, Oustaz Aliou Sall, membre du collectif, fait savoir sur le site qu'ils sont loin d'atteindre les 100 millions. Le prêcheur a également confié que beaucoup de bonnes volontés sollicitées tardent à réagir. Dakar Actu informe qu'Auchan est dans une mauvaise passe avec des pertes chiffrées à 984 millions de francs CFA. Reste à signaler selon le site si cette situation constitue une réelle menace pour 700 à 800 emplois. Les élections locales reportées, c'est un des titres qui barre la une de emedia.sn. Les élections locales n'auront plus lieu le 1er décembre prochain, un report confirmé par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui annonce des concertations afin de trouver un consensus sur le mode d'élection des maires et d'autres présidents de conseils départementaux. Après la mort de 2 détenus à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, un autre prisonnier perd la vie à Diourbel. Il s'agit du détenu Pape Diagne qui a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Diourbel. Selon des sources de emedia.sn, les circonstances de son décès demeurent inconnues. Mais le procureur a ordonné une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès. Prison de Sébikotane, des travaux restent à faire pour son achèvement. L'RL.net informe à sa une que le ministre garde des Sceaux, Maître Malick Sall, a promis la disponibilité de la prison dans 2 mois. Le futur lieu de détention a une capacité d'accueil de 400 personnes. Sport football, Pierre Menez encense Idrissa Gana Gueye. Le consultant de Canal+ considère que parmi les recrues parisiennes, le milieu de terrain sénégalais est sans doute le plus intéressant. La colère de Sadio Mané contre son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah samedi dernier, la légende d'Arsenal Yohan Raed trouve normale l'attitude de la star sénégalaise. Information à lire sur YouSport. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci Oumar Mbow. En classe, Koumba Sandiane Faye. Bienvenue en classe. Pour clore la large fenêtre dédiée aux cours de vacances, une occasion pour certains élèves de corriger des lacunes et pour d'autres de rehausser leur niveau. Dans certains établissements, les élèves bénéficient gratuitement des cours, tout le contraire pour d'autres obligés de mettre la main à la poche pour des séances. À quelques semaines de la rentrée des classes, Oumou Kalsoumdi a fait un tour dans certaines écoles, suivant son reportage. À l'école Mas Massaernian 2, le lieu est calme et paisible, loin des distractions. 2 salles de classe sont ouvertes avec un effectif réduit. Ici, les cours de vacances ont bien démarré et l'adjoint directeur de l'école invite les parents à faire bénéficier des cours dispensés gratuitement. Non, les élèves pratiquement ne payent pas. Ils ne payent pas. Non, c'est gratuit parce que c'était inscrit dans le plan d'action de notre école, quoi. Il y a une rémunération de 20 000 francs
pour les enseignants qui doivent dérouler ces cours de vacances. Je dis aux parents que la motivation reste encore, parce que si on dit que ton enfant doit venir à l'école pour faire des cours de vacances, il faut en profiter. À l'école Mas Masséer 3, c'est tout à fait le contraire. Ici, chaque potasse débourse 5 000 francs pour l'inscription. Monsieur Diouf, enseignant, pense que cela permet aux élèves de corriger certaines lacunes de l'année précédente. Je les ai appelés, mais ils ont dit qu'ils vont envoyer leurs enfants. Jusqu'à présent, je les attends. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas le niveau pour aller dans une classe supérieure. Il faut en profiter pour faire les cours de vacances. Mais nous sommes dans une zone où, quand vous faites des cours de vacances, c'est seulement la moitié des élèves qui viennent. En classe de CM2, l'année prochaine, Awa veut prendre les devants pour réussir l'examen d'entrée en 6e. Je profite bien, j'apprends des matières. Je le conseille de venir faire des cours. Près de 3 semaines de révision et préparation pour la rentrée prochaine. Ces élèves veulent réussir l'année scolaire sans grande difficulté. Et justement, Oumou Kalsoum dit, pour mieux préparer l'année scolaire, il n'est pas donné à tout élève de s'inscrire à ces cours, du moins pas au niveau des établissements où les cours de vacances sont payants. Pour les élèves issus de familles diminuées, leurs parents évoquent un problème de moyens au moment où d'autres préfèrent les cours coraniques, nous dit Adji Maguette Ndiaye dans ce reportage. Rue 11, angle 16, Médina, beaucoup d'enfants en train de jouer. Ils profitent bien de leurs vacances au moment où d'autres ont choisi de corriger les lacunes accumulées pendant l'année scolaire. Certains parents ont opté pour l'école coranique. C'est le cas d'Ousmane Kamara. C'est uniquement pour des enfants qui ont difficulté dans l'année scolaire. Donc, ils ont le droit de faire des cours de vacances pour des rattrapages. Mais des élèves qui passent en classe supérieure, j'aurais préféré qu'ils fassent des cours coraniques. Non loin de là, un homme sous le couvert de l'anonymat, pour lui, les cours de vacances sont bénéfiques pour l'enfant. Seulement, les moyens font souvent défaut. Je voudrais bien inscrire mes enfants pour des cours de vacances, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Fanta vient de décrocher son BFM. Pour elle, c'est repos total cette année. Plus de moyens en classe ne pourront pas faire de cours de vacances. Les élèves qui n'ont pas de moyens peuvent faire de cours de vacances pour passer les classes supérieures. Bientôt l'ouverture des classes en octobre. Plus qu'un mois pour préparer l'année scolaire et les cours de vacances sont souvent recommandé. À présent, Babacar Diouf nous fait connaître un enseignant de la commune de Diourbel, Aliou Sen, un passionné. En plus de ses heures de cours, encadre gratuitement des élèves et candidats aux concours et examens scolaires. Voici son portrait. Enseignant de formation, Aliou Sen est encore créé en mai au CM Pikine de Diourbel. Un exercice qui ne lui empêche pas de travailler pour le rayonnement de sa localité, Diourbel. Nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic sans complaisance. Nous avons dit que s'il y a un retard dont les gens parlent, le retard est lié à l'éducation. Donc maintenant, il va falloir retourner au niveau élémentaire, essayer d'encadrer ces élèves-là pour que non seulement pour qu'ils puissent émerger du lot à partir de l'entrée en 6e du CFE, mais aussi pour pouvoir se frotter aux différents concours qui sont à leur porte. Nous avons hissé le niveau. Quand le lycée scientifique a ouvert, nous avions déjà démarré les cours. L'année dernière, on avait un groupe. Un autre groupe qu'Aliou Sen encadre, ce sont les candidats au concours d'entrée dans les centres de formation des enseignants. Pour le concours d'entrée de recrutement des élèves maîtres, Dieu a fait que pour la première édition, sur les 24 que nous encadrions, nous avons eu 13 qui ont réussi à ce concours-là. L'enseignement, Aliou Sen l'exerce aussi à travers d'autres médias, la radio communautaire ou le théâtre. Dans mes écoles respectives, j'ai eu à encadrer les élèves, à faire le théâtre. Moi-même, j'avais participé à un téléfilm. Pas très grande de taille, la quarantaine révolue. Aliou Sen enseigne le français dans le contrat qui le lie à l'État du Sénégal. Merci à Oumou Kalsoum Li, Adji Maguette Ndiaye et Babacar Diouf. En classe, c'est tout pour ce numéro. Rendez-vous lundi prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger.
Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. La carie dentaire chez l'enfant se manifeste par la présence de cavités au niveau des dents de lait bien sûr. Une affection qui fragilise les dents et qui est causée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Docteur Moro Mamfatou Sidibé, chirurgienne dentiste. L'utilisation d'aliments sucrés et malheureusement un brossage qui n'est pas adéquat peuvent laisser ce qu'on appelle des dépôts alimentaires que les microbes utilisent. Et en l'utilisant, malheureusement, ces microbes, ils vont ce qu'on appelle produire un acide qui attaque les mailles dentaires. Et c'est cet acide souvent qui crée ce qu'on appelle les trous donc dans les dents de l'enfant. Les caries provoquent bien souvent des douleurs dentaires insoutenables et en plus de cela, des perturbations peuvent intervenir sur la santé de l'enfant. Ces caries vont gêner l'alimentation de l'enfant. L'enfant ne pourra pas mâcher, ne pourra pas mastiquer correctement. Donc il va avaler les aliments. L'organisme va être fatigué dans son travail. Cela peut gêner la croissance de l'enfant, gêner la santé de l'enfant. Il peut avoir ce qu'on appelle des angines répétitives. Il peut même à la limite avoir ce qu'on appelle des problèmes cardiaques. Parce que la carie est une maladie infectieuse et les microbes peuvent diffuser par le biais du sang jusqu'au cœur. Ces caries concernent les dents de lait qui vont tomber, mais si elles ne sont pas traitées normalement, des complications peuvent plus tard se manifester. Important de les traiter parce que sous chaque dent de lait, il y a une dent permanente. Et si la dent de lait est malade, elle va transmettre la maladie à la dent permanente. La dent permanente va grandir malheureusement dans un milieu qui n'est pas sain. Cela va handicaper aussi bien la dureté de la dent et aussi sa santé de manière générale. Il ne faut pas se dire que ce sont des dents de lait, ce sont des dents qui tombent. Au contraire, ce sont les dents même clés qui dirigent demain ce qu'on appelle toute l'installation des dents. Avant de guérir, il est bien dit qu'il faut d'abord prévenir. Le docteur Moreau nous donne quelques conseils. Il faut qu'on ait l'habitude très tôt chez l'enfant de lui brosser les dents après chaque repas, surtout le soir avant de se coucher. Que l'enfant ne mange pas des aliments sucrés entre les repas. Dès que l'enfant vous dit que j'ai mal ou bien j'ai un trou dans la dent, il faudrait aller consulter le dentiste. Même si l'enfant n'a pas de carie, amenez-le faire ce qu'on appelle une visite systématique chez le dentiste. La santé bucco-dentaire est très importante pour tout le monde et surtout pour l'enfant. Et pour notre chirurgienne dentiste, on ne sourit pas uniquement pour avoir de belles dents. On essaie de tout faire pour avoir de bonnes dents, d'avoir un bon sourire pour avoir sa santé générale. C'est tout pour bonne santé. RFM, l'invité. 22h37, l'invité de RFM Soir, Alioune Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement. Il répond aux questions de Seydou de Makumba Bey. Merci beaucoup Mamadou Amarindjon. Vous l'avez donc déjà annoncé. Notre invité est Alioune Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Monsieur Bey. Vous êtes d'autant plus bien placé pour parler du sujet que nous allons aborder aujourd'hui que vous avez été secrétaire général de l'ADIE. Alors, on comprend l'objectif, on connaît aussi l'esprit de cette politique, économiser davantage sur les ressources publiques dépensées sur le téléphone. Mais expliquez-nous la mise en œuvre, comment ça va se concrétiser exactement? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir expliquer la mesure prise par son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Il faut juste rappeler que cette mesure, elle fait suite à un dispositif qui a été entamé depuis 2012. À son arrivée, il avait été constaté que la facture téléphonique de l'État était autour de 24 milliards. La mesure première qu'il a eu à instruire, c'est déjà de recenser le parc de téléphone de l'État et savoir quelles sont les lignes fixes, quelles sont les lignes portables. Et ce recensement du parc a permis, disons, d'avoir un peu quel est le potentiel dont disposait l'administration publique de façon globale comme outil de travail pour communiquer avec les usagers. La deuxième mesure, c'était de limiter, sous forme des escomptes, les crédits alloués aux différents services de l'État, que ce soit sur la téléphonie mobile, tout comme sur la téléphonie fixe. La troisième également, c'est la convention avec la Sonatel, dans un dispositif d'accompagnement, pour créer les conditions afin que les appels entre les services de l'administration soient sous le sceau de la gratuité. C'est-à-dire que quand moi, j'appelle un autre service de l'administration, que l'appel soit gratuit. Et ça, ce sont des mesures qui ont permis de faire baisser de façon sensible la ligne, les crédits, en tout cas, qui étaient destinés à la consommation téléphonique de l'administration. Il faut comprendre que
la téléphonie n'est pas destinée, en tout cas mobile, n'est pas destinée à tous les agents de l'administration. Quand je dis tous les agents de l'administration, ce ne sont pas seulement des fonctionnaires. Oui. Il y a des fonctionnaires et il y a des agents de l'État. Mais tous, selon le niveau de responsabilité, certains ont droit à des crédits de téléphone pour les besoins de fonctionnement des services pour lesquels ils ont la responsabilité. Mais pour revenir à ma question, comment ça va se concrétiser? Ce qui va se faire, c'est qu'il faut que je vous explique en fait que c'est parce que l'État, par le biais du chef de l'État, a l'ambition de faire baisser les coûts de fonctionnement de son administration. La téléphonie est effectivement un des postes budgétivores. C'est pourquoi il a été décidé, de réorganiser la liste des bénéficiaires de façon plus drastique en resserrant les personnes qui sont bénéficiaires de ces montants destinés à la consommation et à l'utilisation de la téléphonie. Deuxièmement, c'est de baisser les montants qui sont affectés à ces autorités chargées donc de communiquer avec le téléphone. Et troisièmement, c'est de mettre un montant forfaitaire mensuel dans leur salaire pour leur permettre de téléphoner dans des conditions qui sont organisées. Donc voilà la mesure. La mesure, donc, c'est de permettre à ce que le nombre de bénéficiaires soit réduit, les montants affectés réduits, mais également de mettre les montants affectés au niveau des revenus mensuels de ces bénéficiaires. Oui, parce que quand on a annoncé la mesure, certains ont dit qu'il est difficile d'imaginer, par exemple, que le directeur général de la police, un service aussi sensible, ne puisse pas avoir une ligne directe pour communiquer quand il le veut. Mais maintenant, quels sont ceux qui vont sortir de la liste? Quels sont ceux qui ne vont plus pouvoir maintenant prétendre à une ligne? On a instauré une démarche spécifique pour les forces de défense et de sécurité. La police, la gendarmerie, tout comme le ministère de l'Intérieur et l'armée, des dotations forfaitaires spécifiques ont été allouées au ministre de l'Intérieur, tout comme au ministre des Forces armées. À eux de voir, dans leur organisation interne, en fonction des spécificités des forces de défense et de sécurité, comment répartir le dit montant pour permettre d'assurer la continuité de la sécurité des personnes et des biens. À ce niveau-là, c'est ça la mesure qui a été prise. Oui, mais les montants auparavant, c'était 500 000 francs comme plafond et 25 000 comme plancher. Maintenant, c'est combien? Non, l'intérêt, c'est que ce n'est pas un montant fixe. C'est que tout le monde n'a pas 500 000. Les montants qui sont affectés aux utilisateurs, aux ayants droit, c'est le terme le plus exact, aux ayants droit, c'est des montants qui sont modulés. Tout le monde, c'est-à-dire un secrétaire général d'un ministère, un directeur de cabinet, un ministre, ils n'ont pas les mêmes montants. Oui, donc, mais le plafond, c'est combien? Le plancher, c'est combien? Non, le plancher n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les planchers ont été réduits. Aujourd'hui, aucun agent de l'administration, responsable, même ministre, n'a plus 500 000 francs de crédit. Les crédits ont été réduits et réaffectés pour leur permettre à eux de voir les modalités à partir desquelles ils vont aller soit faire un abonnement, tout en leur permettant de toujours continuer à non seulement appeler de façon gratuite entre les lignes de l'administration, mais deuxièmement à disposer d'une ligne fixe au niveau du bureau. Il ne faut pas oublier que la réforme pour le moment ne porte que sur le mobile, mais une réforme est envisagée et va porter sur le fixe. Aujourd'hui, la première mesure qui est entrée en vigueur, c'est une réforme qui porte sur le mobile. Le fixe, nous y viendrons parce qu'un travail est en train d'être fait et des mesures de baisse sont envisagées. Troisième élément, c'est que quand vous baissez le fixe et que vous permettez aux agents de pouvoir communiquer entre eux sans payer, c'est parce que justement, c'est une forme de rationalisation qui permet aujourd'hui à l'administration de pouvoir continuer à assurer le service. En rappelant également qu'il est important de préciser que sur cette fourchette, si vous prenez la répartition de ces crédits, l'essentiel des bénéficiaires sont dans l'administration, ils sont au niveau de Dakar. Mais ça n'empêche que les services régionaux vont continuer à fonctionner convenablement. Le montant plafond, c'est un secret, c'est confidentiel de le communiquer? Non, c'est un document qui a un caractère confidentiel. Parce que vous savez, vous n'aimeriez pas que je dise que vous gagnez tant. C'est un montant affecté à des autorités. Il me semble être plus correct de ne pas annoncer le montant du crédit du téléphone
affecté au ministre de la Pêche et au ministre de l'Intérieur. Ça va pour se comprendre. Je vois, mais oui, à part les ministères des Forces armées et de l'Intérieur, pour les autres ministères, ça va fonctionner comment? Le ministre et ses DG ont la ligne, les autres non. Comment ça va se faire? Le téléphone est disponible dans tous les services de l'administration. Quand je dis le téléphone est disponible, cela veut dire qu'il n'y a aucun ministère où on n'a pas le téléphone fixe. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il faut se souvenir que le téléphone mobile n'est pas très âgé. Ça ne fait pas très longtemps que le téléphone mobile est arrivé. Et quand le téléphone mobile est arrivé, ce ne sont pas tous les agents de toute l'administration qui disposent de lignes de téléphone mobile. Ce sont en général les ministres, le secrétaire général, le directeur de cabinet et certains directeurs qui disposent de ces lignes. Donc le nombre est limitativement énuméré. Donc l'objectif, c'est que le président de la République s'est rendu compte que le montant payé par l'administration publique dans le cadre de la prise en charge de la téléphonie mobile est un montant excessif et il a pris des dispositions, suite d'ailleurs à sa déclaration de Diamniadio, de prendre des mesures drastiques qui permettront de faire des économies d'échelle sur ces lignes et de pouvoir utiliser ces ressources à d'autres fins dans le cadre de l'éducation, de la santé, dans le cadre de la création d'emplois. Oui, vous avez répondu à ma question suivante, les secteurs qui pourraient réceptionner ces montants économisés. Mais est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que cela fait longtemps que ces problèmes existaient et ils ne l'avaient pas fait. Quel type de réponse pouvez-vous donner à cette interpellation? La réponse est que je vous ai dit déjà qu'en 2012, le chef de l'État a engagé un processus d'identification des lignes de l'État. Des mesures ont été prises dans le sens d'une réduction de 50% des consommations de téléphonie de l'État. Aujourd'hui, on s'est rendu compte. Oui, mais ce qui n'a jamais été atteint. Non, je vous ai dit que la facture dépasse les 24 milliards. Aujourd'hui, grâce à la convention qui a été signée et des modalités pratiques qui ont été mises en œuvre, la facture est baissée jusqu'à près de 11 milliards. Aujourd'hui, il est question encore de faire des efforts sur nous-mêmes, de faire un sacrifice, d'aider l'État à pouvoir prendre ces 11 milliards et le consacrer à d'autres tâches de fonctionnement. C'est ça l'esprit et c'est ça la dimension de la réforme que le chef de l'État a engagée. C'est une réforme qui n'est pas contre les fonctionnaires, ce n'est pas contre les agents de l'État, ce n'est contre personne, mais c'est pour le bien de tous. Parce que nous estimons qu'il faut aider l'administration à continuer à assurer la qualité de service tout en créant les conditions pour que cette qualité-là se fasse avec modestie, avec simplicité. Et c'est ça où on reste ce qu'on appelle l'efficacité et l'efficience dans la dépense publique. Alors, est-ce qu'il y a un objectif chiffré, un montant vers lequel vous voulez aller? L'objectif que nous voulons, c'est qu'à la fin du mois de septembre, que nous recevions pour le mobile zéro facture de la Sonatel. Et c'est un objectif que nous allons atteindre. Oui. Comment ça, zéro franc pour le mobile, alors qu'il y a des gens qui continuent toujours de l'utiliser? Personne ne l'utilise actuellement. Moi-même, je suis victime de la situation. Tout le monde est victime de cette situation. Nous l'acceptons de gré, nous l'acceptons avec plaisir, en nous disant que c'est une décision de l'autorité supérieure. Il faudrait que nous puissions nous faire l'effort. Maintenant, de nous organiser en utilisant avec efficience les moyens, le peu de moyens que l'État met à notre disposition pour les besoins de nos collectivités. Et pour ce qui concerne les ministères précités, Intérieur et Défense? Ça, c'est des dispositions particulières que ces ministères vont prendre pour organiser leur service en fonction de leur sensibilité. Et c'est une question qui est laissée à leur appréciation. Mais les dispositions pratiques pour leur mettre à leur disposition les moyens nécessaires ont été faites. Oui, mais ils vont payer. Ça veut dire que, je vous ai dit qu'il y a une affectation faite au ministre de l'Intérieur. Comprenez la sensibilité, la question de la sécurité. Et vous comprenez également que l'armée puisse bénéficier d'une allocation spécifique gérée par l'armée et non gérée par quelqu'un d'autre. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'armée n'a pas perdu ses capacités de communication. Le ministère de l'Intérieur n'a pas perdu ses capacités de communication, mais une réorganisation permet pour avoir de l'efficience dans les moyens qui ont été mis à leur disposition afin de mieux communiquer, mais en préservant les biens de l'État. Comment les indemnités, les allocations vont être échelonnées? Il n'y a pas d'échelonnement. C'est des allocations forfaitaires qui sont versées directement dans le salaire de l'ayant droit. Donc le montant est versé mensuellement. Cela permet aux bénéficiaires d'aller, soit selon les modalités, en tout cas de trouver le moyen de communiquer à partir de la ressource
que l'État a bien voulu mettre à sa disposition dans le cadre de ce programme. La même somme à tout le monde, le forfait, ou bien c'est différent? C'est pas possible. Vous comprenez aisément que je ne peux pas, moi, vous dire que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Santé a le même montant que son directeur de cabinet. Vous comprenez aisément qu'il y a une différenciation en fait en fonction du niveau de responsabilité des personnes bénéficiaires. Oui. À part le téléphone mobile, vous l'avez dit tout à l'heure, le téléphone fixe, là aussi, est-ce que la réflexion est déjà terminée? Elle est terminée, nous attendons la validation de l'autorité supérieure. Dès que la validation sera faite, la mesure sera annoncée et son application sera immédiate. Alors, je l'ai dit au début, en tant qu'ancien secrétaire général de l'ADIE, est-ce que vous pensez que les attentes qui étaient placées en elle avec l'intranet gouvernemental vont permettre des économies ou ont permis des économies à la mesure des espoirs? Vous anticipez sur des questions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir, parce que sur la collectivité de l'État, il y a des mesures qui sont envisagées. Il y a une réorganisation qui est en cours pour mettre en valeur encore l'internet administratif. L'État du Sénégal a très tôt compris qu'il fallait mettre la fibre optique sur le territoire, créer les conditions pour connecter les bâtiments administratifs à l'internet administratif. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour que l'internet administratif soit le levier et l'élément le plus important sur lequel la communication des services de l'administration va se faire. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Il y a une réflexion en cours sur les réformes qui seront envisagées pour que, de façon systématique, l'utilisation de l'internet administratif soit la règle et non l'exception. Oui, mais vous venez de l'ADI, vous savez que son réseau n'est pas assez performant pour, en ce moment, prendre en charge ces questions-là. Et pourquoi ne pas le renforcer pour qu'il soit performant? Rien n'empêche à l'État de renforcer les moyens d'intervention pour que l'ADI puisse aider le président de la République à mettre en œuvre donc, cette décision de rationaliser et d'organiser l'utilisation des moyens de l'État et continuer à créer les conditions d'une performance de cette administration à travers le numérique. Oui, on va terminer cette interview parce que sur les charges locatives du gouvernement, on fait l'interview dans votre bureau au building. Quels sont les services qui sont maintenant ici, qui ont déjà aménagé? Au niveau du building, nous avons le secrétariat général du gouvernement qui est déjà installé, qui est entre le 9e et le 7e. Nous avons le ministère des Forces armées qui est au 8e. Nous avons le ministère de la Justice qui va prendre le 6e et le 5e. Et nous aurons le ministère en charge du pétrole qui va s'installer entre le 4e et le 3e. Nous aurons le BOM et entre autres services, les archives nationales. Nous aurons une partie de l'IGE. Donc c'est un cadre rénové dans lequel nous travaillons et qui a été fait, qui permet aux agents aujourd'hui d'être dans un bâtiment moderne, vraiment à l'ère du temps. Et la fonction publique? La fonction publique, son déplacement est prévu dans un autre endroit. Et ce qui est important également, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces mesures et aux travaux qui ont été effectués au niveau de Diamniadio, l'État a pu regrouper ses services en un seul endroit. Aujourd'hui, vous retrouvez des ministères en un seul endroit. Cela facilite pour l'usager la possibilité d'aller s'adresser à l'administration de façon directe et de pouvoir même, en un seul endroit regroupé, retrouver plusieurs services. Vous l'avez constaté avec les immeubles qui ont été réalisés à Diamniadio. Vous avez un regroupement de ministères et vous n'avez plus ce problème de déplacer, d'aller à droite, à gauche pour aller vers un service. Mais vous pouvez retrouver en un seul endroit donc tous les services de l'administration. Et ça nous paraît être un élément important dans le contact entre l'administration et ses usagers. Donc aujourd'hui, aucun ministère ne paye des factures de location pour ces locaux? Le président de la République a donné instruction que tous les contrats de location pour tous les ministères soient totalement résiliés. Aujourd'hui, tout a été résilié. L'État n'a plus de factures de location de services pour l'administration. Et ça va également dans la politique de rationalisation des moyens pour que ces ressources-là puissent être utilisées à d'autres fins. Et ça, c'est une décision qui a été déjà prise et qui a été mise en œuvre depuis longtemps. Pour les ministères ou pour tous les services de l'État? Tous les ministères. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'on aura 0 facture à la fin du mois sur la location d'un bâtiment destiné au fonctionnement du ministère. Bien entendu, il y a quelques cas résiduels sur lesquels des solutions vont être trouvées, mais tous les services de l'administration devront quitter tous les bâtiments à location et aller dans des bâtiments publics construits et réalisés par l'État du Sénégal. Alioune Badara Diop, merci. Merci, je vous remercie. Le secrétaire général adjoint du gouvernement était notre invité. On le remercie beaucoup. Merci à vous, Mamadou Amar Dion Exi. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Makumba Bey, et à son invité, Alioune Badara Diop.
22h54, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amar Ndiol. Cheikh Amar, parmi les blessés dans un accident de la circulation, le véhicule de l'homme d'affaires a fait des tonneaux à 1 km de la gare de péage de Diourbel. Le patron de TSE et les autres victimes ont été évacués dans les structures sanitaires. Décès de l'ancien ministre de la Culture, Mamkoura Batiam, a tiré sa révérence cet après-midi après une courte maladie. L'ancienne membre du gouvernement Habib Thiam est partie à l'âge de 70 ans. Report officiel des élections locales du 1er décembre prochain. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la nouvelle à Diourbel. Il a ajouté que les échanges entre les acteurs concernés vont se poursuivre pour obtenir un consensus sur la date et les autres questions électorales. Les syndics et sympathisants du gouvernement virtuel du PDS se signalent à Thiès, Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Hadji Amadou Sall et leurs camarades frondeurs considérés comme des responsables qui ont trahi le président Abdoulaye Wade. Mention de soutien pour le pape du Sopi et son fils Karim Meïssa Wade. Jeux africains de Rabat, le Sénégal n'a pas atteint son objectif de 40 médailles. La délégation est rentrée avec seulement 22 médailles, soit 14 en moins comparé à 2005. La page des sports, c'était avec Seydou Nourouba. Le tour du web, Oumar Mbow, nous étions en classe avec Koumba Sandiane Faye. Bonne santé, Nafisa Toussila. L'invité du soir à l'instant, Alioune Badara Diop, secrétaire général adjoint du gouvernement, entretien avec Makoumba Bey sur la rationalisation des dépenses publiques. Cette édition a été mise en onde par Abdou Thiam. Merci à Malan Sonko et Mohamedou Lamisso